Le 2 juillet, Microsoft annonce 6 000 ingénieurs et 2,5 milliards de dollars pour une seule mission, aller s'installer chez ses clients et faire fonctionner sur place ses propres produits d'intelligence artificielle. L'agent censé travailler seul vient d'obtenir une armée d'humains pour l'accompagner. Épisode Microsoft et Amazon réembauchent pour l'IA. Chapitre 1, le 2 juillet. Un vendeur d'autonomie qui se remet en quelques jours à embaucher des humains par milliers, ça mérite qu'on s'arrête dessus. Le communiqué tient en une page, presque terne dans sa sobriété administrative. Microsoft Frontier Company annonce le groupe de Redmond le 2 juillet 2026. Elle sera dotée de 2,5 milliards de dollars et de 6 000 experts d'industrie et d'ingénierie. Leur métier, selon TechCrunch et GeekWire, qui ont détaillé l'annonce le jour même, s'installer physiquement dans les équipes des clients pour concevoir et faire tourner des systèmes d'intelligence artificielle sur place. Pas depuis un centre d'appel, ni depuis un tableau de bord vendu à distance. Le 30 juin, 2 jours avant Microsoft, Amazon avait dégainé la carte presque identique. 1 milliard de dollars engagés dans sa propre division d'ingénieurs envoyés chez le client. Francesca Vasquez, qui dirige cette unité chez AWS sous le nom de Frontier AI, résume l'objectif dans une formule qui sonne presque comme un aveu. Des engagements rapides et l'autonomie du client comme but final. 3,5 milliards de dollars combinés en 2 annonces séparées de 48 heures pour la même idée. Envoyer des humains faire chez le client ce que le produit était censé faire tout seul. Voilà le paradoxe qu'on va tenir pendant tout cet épisode sans le refermer trop vite. Ces deux entreprises vendent, depuis 2 ans, la promesse d'un agent capable d'agir sans supervision, de raisonner sur une tâche entière et de la mener à terme sans qu'un humain n'ait à s'en mêler. Et au moment précis où cette promesse devait porter ses fruits, elles embauchent, à 48 heures d'intervalle, des armées d'ingénieurs pour aller la faire tenir debout, sur place, dans les bureaux du client. Ce double geste tombe à un moment particulier, celui où plusieurs grands groupes technologiques ont justifié ces derniers mois des suppressions de postes en invoquant précisément cette même autonomie. L'agent qui devait remplacer un salarié se retrouve, quelques mois plus tard, accompagné d'un ingénieur embauché pour le faire fonctionner. Ce geste n'est pas un détail de recrutement, c'est un signal, et il porte 2 lectures qui ne se ressemblent pas. L'une dit que l'agent autonome ne marche pas encore assez seul pour se vendre sans escorte humaine. L'autre est plus intéressante encore et plus discrète. Microsoft et Amazon viennent de repérer où se cache la vraie marge et ils ont décidé d'aller la chercher eux-mêmes plutôt que de la laisser à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre a un nom et un manuel qu'il a écrit il y a 23 ans. Pour mesurer ce que représentent ces 6000 postes, il suffit de les comparer à ce qu'ils remplacent. Beaucoup de cabinets de conseil en technologie de taille intermédiaire, ceux qu'on appelle des cabinets de niche dans l'industrie, ne comptent pas 6000 salariés en tout clients et tout continent confondus. Microsoft vient de faire naître, en une annonce, un cabinet de conseil de taille mondiale. Sauf qu'il ne vend qu'un seul produit, le sien, à un seul type de client, celui qui a déjà acheté sa licence. Chapitre 2, le manuel Palantir. 23 ans avant Microsoft, une entreprise a résolu le même problème pour des clients qui ne pouvaient même pas dire ce qu'ils voulaient. Palantir a résolu ce problème avant tout le monde, au milieu des années 2000, en vendant son logiciel Gotham à la CIA et à l'armée américaine. L'entreprise, fondée en 2003 par un petit groupe d'ingénieurs autour de Peter Thiel et Alex Karp, ne visait au départ qu'un seul secteur, celui du renseignement. Elle n'avait à ses débuts qu'une poignée de clients, tous impossibles à satisfaire de la façon habituelle. Ces clients ne pouvaient ni décrire précisément ce qu'ils voulaient, une bonne part de leurs besoins relevant du secret, ni partager librement leurs données pour la même raison. Leur façon de travailler, en plus, changeait sans arrêt, au gré des missions, bien avant qu'un produit standard n'ait eu le temps de s'y adapter. Un cycle de vente classique, celui où on écoute le client puis on lui livre un produit fini, ne pouvait tout simplement pas fonctionner dans ces conditions. Palantir a inventé une autre voie. Plutôt que de vendre un logiciel fini, l'entreprise a posté des ingénieurs habilités directement à Fort Bragg et à Langley pendant 6 à 12 mois d'affilée. Ces ingénieurs écrivaient du code de production sur place dans le système du client et faisaient remonter chaque semaine ce qu'ils apprenaient vers l'équipe produit restée à Palo Alto. Imaginez un jeune diplômé d'ingénierie qui passe ses journées non pas dans un open space californien, mais aux abords d'une base militaire, à réécrire une fonction du logiciel pendant que l'officier qui l'utilise regarde par-dessus son épaule. C'est cette scène-là, répétée pendant des centaines de contrats, qui a fini par former une méthode. L'implémentation n'était pas un problème de déploiement, elle était un problème de co-ingénierie. C'est cette phrase, née dans un bureau sécurisé au milieu des années 2000, que Microsoft et Amazon rejouent aujourd'hui sans jamais la citer. Le nom que l'industrie a fini par donner à ce métier, ingénieur déployé en avant, ne figure dans aucun des 2 communiqués de juillet. Et pourtant la logique est identique, mot pour mot.
Le client d'aujourd'hui ne sait pas encore formuler ce qu'il attend d'un agent. Personne, chez lui, n'a jamais eu à décrire un flux de travail entier à une machine capable d'en reprendre une partie. Ces données, en plus, restent trop sensibles pour transiter par une interface grand public. Et ces processus changent au fil des trimestres, plus vite qu'un agent générique, entraîné ailleurs, ne peut apprendre à s'y adapter seul. Ce sont mot pour mot les mêmes raisons que Palantir donnait déjà à ses clients de la défense. Or, ce qui frappe dans cette reprise du manuel, ce n'est pas la ressemblance, c'est le silence qui l'entoure. Aucun communiqué de Microsoft, aucun d'Amazon ne mentionne Palantir, alors même que cette dernière a construit sur ce modèle une des primes de valorisation boursière les plus fortes de tout le secteur logiciel. Reconnaître la dette reviendrait à admettre que le problème résolu par nécessité, faute de mieux, en vendant à des clients impossibles, est exactement le même problème que pose aujourd'hui l'agent le plus vanté du marché. Palantir compte aujourd'hui plusieurs milliers de ses ingénieurs déployés chez ses clients, dans la défense mais aussi dans la santé et la finance. Ce métier n'a jamais disparu à mesure que l'entreprise grandissait, il s'est seulement étendu à de nouveaux secteurs. Toujours avec le même argument de vente, celui d'un logiciel trop nouveau pour se passer d'un guide sur place. Chapitre 3. Le paradoxe de l'autonomie. Un chiffre, publié cette année, dit très précisément ce que cache la ressemblance avec Palantir. Le rapport Composio sur l'état des agents d'intelligence artificielle publié fin 2025 donne le chiffre qui éclaire tout le reste. 97% des dirigeants interrogés déclarent avoir déployé un agent d'intelligence artificielle au cours de l'année écoulée et 12% seulement de ces initiatives atteignent la production à grande échelle. L'écart entre les deux, 85 points de pourcentage, ne mesure pas un retard de quelques mois. Il mesure un mur, celui qui sépare une démonstration réussie d'un système qui tient, sans supervision permanente, dans les conditions réelles d'une entreprise. VentureBeat résume la cause dans une formule qui devrait inquiéter quiconque à justifier une coupe de poste par les progrès de l'IA. Les organisations qui déploient des agents ont, selon le média, un problème d'exécution, pas un problème de modèle. Le modèle, lui, résonne déjà très bien sur le papier. Ce qui casse, dans la pratique, c'est tout ce qu'un modèle ne voit jamais depuis un banc d'essai, un système de facturation vieux de 15 ans, et cette exception que plus personne ne sait justifier, mais que personne n'ose supprimer. Et quand cette exception fait planter l'agent en pleine production, la question qui suit est presque toujours esquivée dans les communiqués, celle de savoir qui en paye le prix. Le client perd une journée de traitement ou une commande mal exécutée, pendant que l'éditeur, lui, ne perd qu'une ligne dans un rapport d'incident. C'est cette asymétrie, plus que la promesse marketing, qui pousse aujourd'hui un fournisseur sérieux à poster un ingénieur sur place, plutôt qu'à livrer un produit qu'il ne surveille plus une fois vendu. Ce mur des 12% ne se limite d'ailleurs pas à un secteur en particulier. Il touche aussi bien une banque qu'un hôpital, partout où un système vieux de plusieurs décennies continue de faire tourner l'essentiel de l'activité, pendant qu'un agent flambant neuf tente de s'y greffer sans le casser. Beaucoup de directions ont, sans le formuler ainsi, acheté un agent en pensant embaucher un employé, alors qu'elles recrutaient un stagiaire doué mais sans mémoire de la maison, qui doit tout réapprendre du contexte de l'entreprise à chaque nouvelle tâche qu'on lui confie. Voilà pourquoi la première lecture de l'annonce de Microsoft tient. Si l'agent était réellement prêt à opérer seul, il n'aurait pas besoin qu'on lui adjoigne 6000 ingénieurs pour aller le faire fonctionner chez le client. L'agent autonome, tel qu'on l'a vendu au marché et au conseil d'administration pendant 2 ans, reste largement une promesse commerciale, à la mi-2026, plutôt qu'un produit qui s'installe seul. Et cette promesse a eu des conséquences concrètes, bien au-delà des annonces de lancement. Elle s'est glissée jusque dans des plans de suppression de postes qui pariaient sur une autonomie que le terrain, aujourd'hui encore, ne confirme pas. Mais s'arrêter à cette seule lecture reviendrait à manquer la moitié de l'histoire. Ce chiffre de 12% n'explique pas pourquoi Microsoft choisit d'embaucher 6000 personnes, plutôt que de confier ce travail, comme n'importe quelle entreprise de logiciels l'aurait fait il y a 10 ans, à un cabinet de conseil déjà installé sur ce créneau depuis des décennies. Cette question-là, personne ne la pose encore et elle change complètement le sens de l'annonce. Chapitre 4. La guerre pour la marge. 4 entreprises, 4 choix différents pour la même question, qui va toucher l'argent de l'implémentation ?
Face au même problème, chaque grand nom de l'intelligence artificielle a fait un choix différent, et ces choix dessinent une carte de qui veut capter quoi. OpenAI a ouvert la voie dès février 2026 avec un programme baptisé Frontier Alliances. Il donne à McKinsey, au Boston Consulting Group et à Accenture un accès anticipé à ces modèles avant tous les autres. Google, de son côté, a mis sur la table 750 millions de dollars lors de sa conférence Cloud Next, le plus gros engagement jamais consenti par un acteur du cloud envers ses partenaires, une bonne partie destinée à Accenture, Deloitte et KPMG. Anthropic, plus discret, a tout de même engagé 100 millions de dollars dans son propre réseau de partenaires cloud. Ces trois entreprises ont fait le même pari, payer les cabinets de conseil pour qu'ils fassent le travail d'implémentation et garder pour elles la marge la plus confortable, celle de la licence logicielle vendue à distance, sans jamais se salir les mains sur le terrain du client. Microsoft et Amazon ont fait exactement le pari inverse. Au lieu de financer Accenture ou Deloitte, ils recrutent leurs propres armées d'ingénieurs et coupent l'intermédiaire. Ce geste porte un nom précis dans le vocabulaire de la stratégie concurrentielle, le contournement de canal, celui où l'acteur qui contrôle le produit choisit d'atteindre directement le client final, sans plus jamais partager la marge avec le distributeur historique. Contre ce type de pression précis, les défenses habituelles d'un cabinet de conseil ne tiennent pas. Accenture ou Deloitte peuvent baisser leurs tarifs et revendiquer 30 ans de relation avec un directeur des systèmes d'information. Cela ne changera rien au problème de fond, celui de ne pas posséder le produit qu'on installe. Un cabinet vend son temps sur un logiciel qui appartient à quelqu'un d'autre. Microsoft et Amazon, eux, vendent désormais leur temps sur un logiciel qui leur appartient. Cela leur permet de baisser le prix de l'implémentation sans jamais toucher à la marge du produit lui-même. Le calcul devient alors très simple à suivre. Une heure d'ingénieur facturée par un cabinet ne rapporte rien à l'éditeur du logiciel sous-jacent. La même heure, facturée par Microsoft à travers Frontier Company, finance autre chose. Elle paye à la fois l'implémentation et l'usage du produit qu'elle vend déjà. Deux revenus au lieu d'un sur la même prestation. C'est ce doublement plus que l'orgueil technologique qui explique pourquoi un éditeur choisit désormais de payer des salaires, plutôt que de continuer à verser des commissions à un partenaire. Et cette marge-là vaut cher. Le marché américain du conseil en intelligence artificielle dépassera, selon les projections pour 2026, les 15 milliards de dollars. Porté par les mêmes noms qu'on retrouve depuis des décennies sur les grands projets d'implémentation logicielle, Accenture et Deloitte en tête. Deloitte, à elle seule, a déclaré 70,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur son exercice 2025. Elle emploie 460 000 salariés dans le monde, quand Accenture en revendique 784 000. Cette bascule a aussi une conséquence comptable, presque invisible dans les résultats trimestriels. Quand Microsoft facture du service d'implémentation sous sa propre marque, ce chiffre d'affaires vient grossir la même ligne intelligence artificielle que ses licences. Les investisseurs qui suivent la croissance du secteur risquent alors de confondre deux choses très différentes. La vente d'un logiciel qui se réplique à coût marginal presque nul et la vente d'heures d'ingénieurs qui, elles, ne se répliquent pas du tout. Voilà l'enjeu réel derrière les 6000 embauches de Microsoft. Il ne s'agit pas seulement de réparer un agent qui ne marche pas encore tout seul. Il s'agit surtout de décider où ira demain la couche la plus rentable de toute la chaîne de valeur logicielle, celle où on facture le temps d'un humain plutôt qu'une licence. Cette couche restera-t-elle chez les cabinets de conseil ou basculera-t-elle chez les éditeurs eux-mêmes ? Palantir, encore lui, a montré la voie il y a 23 ans. Une entreprise qui vend du service déguisé en logiciel peut se faire valoriser en bourse comme un pur éditeur avec la prime qui va avec, même quand une bonne partie de son chiffre d'affaires continue de dépendre d'ingénieurs postés à demeure chez ses plus gros clients. Chapitre 5. La grille du décideur. Une question, une seule, permet de distinguer un vrai contrat d'implémentation d'un piège de dépendance. Pour un dirigeant qui s'apprête à signer, dans les mois qui viennent, un contrat de déploiement d'agents avec l'un de ses géants ou l'un de leurs partenaires de conseil, une question compte avant même le prix. Le contrat prévoit-il une date ou un seuil mesurable à partir duquel les équipes du client peuvent continuer seules, sans l'ingénieur déployé chez elles ? AWS, dans la description de son propre programme, a choisi d'inscrire cette question dans son objectif officiel sous les mots « autonomie du client ». C'est, à ce jour, l'un des seuls engagements du genre formulés publiquement par un hyperscaler, et il mérite d'être exigé, noir sur blanc, dans n'importe quel contrat comparable. Un fournisseur qui refuse de chiffrer sa propre sortie n'a, la plupart du temps, aucune intention d'y arriver un jour. Une vérification simple à demander en réunion permet de tester cette promesse avant de signer, celle du délai réellement observé chez un client comparable pour atteindre ce seuil d'autonomie.
Un chiffre précis, daté, vérifiable auprès d'une référence existante vaut toujours mieux qu'une formule d'objectif écrite pour rassurer un comité d'achat. Une deuxième question mérite d'être posée dans la foulée, plus discrète mais tout aussi décisive, celle du code écrit sur place par l'ingénieur déployé. Reste-t-il la propriété du client, réutilisable même si le contrat s'arrête, ou retourne-t-il au fournisseur, verrouillé dans son propre cloud et impossible à faire auditer par quelqu'un d'autre? Certains contrats commencent déjà à traduire cette exigence en clauses concrètes, plutôt qu'en promesses verbales. Une partie du paiement, fixée dès la signature, n'est due qu'au moment où le seuil d'autonomie promis est effectivement atteint, vérifié par un tiers indépendant et non simplement déclaré par le fournisseur lui-même. C'est ce genre de clause, plus qu'une formule dans un communiqué, qui protège réellement un budget d'intelligence artificielle. La différence à surveiller tient en une seule scène, 2 ans après la signature. L'équipe interne du client a-t-elle appris à faire évoluer l'agent sans rappeler l'éditeur? Cela ressemble à un vrai transfert de compétences. Reste-t-elle, à l'inverse, incapable du moindre ajustement sans une nouvelle facture d'heures d'ingénieur? C'est une dépendance qu'on a simplement rebaptisée partenariat stratégique pour la faire signer plus facilement. Reste la question qui traverse tout cet épisode et qu'on peut enfin trancher, ou plutôt refuser de trancher artificiellement. L'embauche de Microsoft révèle-t-elle un agent encore trop jeune pour se vendre seul, ou une bataille pour posséder la couche la plus rentable du logiciel d'entreprise? Les deux lectures sont vraies en même temps, et elles pointent vers la même conséquence pratique pour quiconque prépare, dès maintenant, un budget d'intelligence artificielle pour les prochaines années. Ce budget doit compter des heures d'ingénieurs humains, pas seulement des appels à une interface de programmation. C'est exactement la leçon que les tout premiers clients de Palantir avaient apprise à leurs dépens 23 ans avant que Microsoft ne s'en souvienne sans le dire. Aucun logiciel suffisamment nouveau ne se vend sans quelqu'un pour rester sur place et le faire marcher. La seule vraie question pour 2026 est de savoir qui, de l'éditeur ou du cabinet de conseil, gardera cette personne sur sa propre feuille de paye. Vous écoutiez Microsoft et Amazon réembauchent pour l'IA. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le.